Eh bien, bonjour à tous et bienvenue en droit sur Radio Juriste, la radio des étudiants juristes rennais. Aujourd'hui, je suis très content. On se retrouve en direct de l'Opéra de Rennes pour un entretien avec Mathieu Ritzler, le directeur de l'Opéra de Rennes. Bonjour Mathieu Ritzler. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Ravi de vous recevoir à l'Opéra. Merci beaucoup de nous accueillir à l'Opéra. Moi, ça me touche particulièrement parce que je suis déjà venu un paquet de fois. J'ai même joué ici, à l'Opéra de Rennes. À contrario de toi, Basile, tu ne connais rien du tout. En matière d'opéra, tu ne t'y connais rien. Je n'y connais rien du tout. Je n'ai jamais mis les pieds dans l'Opéra de Rennes. Donc, c'est un honneur pour moi de venir ici. En plus, on est dans une belle salle, on est bien reçus. Par contre, j'ai déjà été une fois dans un opéra à Venise avec mon amoureuse. Et c'est extrêmement bien d'emmener son amoureuse à l'opéra. C'est très romantique, très beau, voilà. À quelques jours de la Saint-Valentin, tu nous suggères. Voilà, je ne sais pas si dans le programme c'est prévu que quelque chose passe ici, mais Alors, pas le soir même malheureusement, mais en tout cas je vous rejoins, c'est très bien de venir à l'Opéra Oui. et avec son amoureuse c'est très bien aussi. En tout cas, le programme de l'émission aujourd'hui repose tel un tabouret de guingois sur 3 pieds. On est bien d'accord. Premièrement, l'histoire de l'Opéra de Rennes. Deuxièmement, la gestion et le fonctionnement d'un opéra. Et troisièmement, on débattra de la frontière qu'il peut y avoir entre l'opéra et les étudiants. Quelle est la politique de l'Opéra de Rennes ici par rapport aux étudiants et aux jeunes ? C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui sur Radio Juriste avec Mathieu Ritzler. Cité Arena. Entretien. Besoin de faire le point. Entretien. Besoin d'un coup de main. Un petit entretien avec Cité Arena. Entretien. Besoin de faire le point. Entretien. Besoin d'un coup de main. Un petit entretien avec Mathieu Ritzler et des jingles faits main et aussi du public qu'on peut applaudir. Bravo public, bravo. Toutes les stagiaires sont là avec nous, les stagiaires de Radio Juriste. Mathieu Ritzler, ce que je vous propose, c'est de vous présenter tout simplement votre parcours du bac jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors paradoxalement j'ai découvert l'opéra assez tard, après le bac. Enfin, en tout cas, je connaissais l'opéra, mais j'ai vraiment commencé à fréquenter assidûment l'opéra après le bac, justement. Il se trouve que j'ai fait une école de commerce, mais j'ai fait aussi en parallèle beaucoup de musique, et je savais que j'avais envie de travailler dans la musique, mais pas au plateau, ni comme interprète, d'abord parce que j'en ai jamais eu les moyens techniques ou artistiques, très honnêtement. Et puis, c'était pas mon truc. Par contre, c'était assez clair que j'avais envie d'accompagner les projets des artistes, et donc j'ai mis à profit cette école, en tout cas les techniques apprises en école de commerce ou les aspects, ces métiers pour défendre les projets des artistes, et je suis très heureux de ce choix. J'ai donc débuté à l'Opéra de Nancy comme stagiaire, et puis c'est un stage qui s'est bien passé, qui m'a permis ensuite d'évoluer vers l'Opéra du Rhin comme responsable du développement jeune public et de l'action culturelle. Donc la question des publics à l'opéra m'intéresse beaucoup, ça tombe bien puisqu'on en parlera tout à l'heure. Ensuite, j'ai rejoint l'Opéra de Lille comme secrétaire général, qui était vraiment, ça a été un projet absolument génial et un parcours passionnant parce que l'Opéra de Lille a réouvert récemment vraiment sur la question de qu'est-ce que peut être un opéra dans la cité, dans un territoire au XXIe siècle. Donc c'était vraiment passionnant. Et puis ensuite, je suis parti 5 ans à la Maison de la Danse à Lyon pour sortir un peu des maisons d'opéra, pour me confronter à d'autres fonctionnements, une autre forme artistique. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'y revenir avec ce projet à l'Opéra de Rennes. Alors, vous n'avez pas du tout fait d'études de musique ? Si, j'ai fait beaucoup de musique. J'ai fait du piano, j'ai fait beaucoup de musique comme un peu tout le monde en conservatoire, etc. Mais jamais avec l'envie d'aller au plateau. Mais évidemment, j'ai fait beaucoup de musique parce que mon rôle nécessite une bonne connaissance du répertoire, une connaissance des artistes, une connaissance des enjeux des productions, une capacité critique, etc. Bien sûr, j'ai des compétences et connaissances musicales solides, mais en n'ayant jamais eu les velléités de les exprimer au plateau. Très bien. J'en profite pour passer le bonjour à tous les anciens collègues de l'Orchestre régional de Lorraine qui sont d'ailleurs en train de rechercher activement un premier violoncelle pour l'orchestre. Je réponds par rapport à l'Opéra de Nancy, parce que vous avez dû forcément fréquenter les orchestres régionaux un petit peu de toute la France. Oui, je connais très très bien l'orchestre de l'Opéra de Nancy. Alors vous avez été nommé par le maire de Rennes, Nathalie Appéré. Oui. C'est comme ça qu'on devient directeur d'un opéra ? Alors, il n'y a pas de cas de figure unique, mais il se trouve que l'Opéra de Rennes est un opéra est un service de la ville de Rennes, au même titre que plein d'autres services de la ville. C'est ce qu'on appelle un opéra en régie municipale directe, c'est-à-dire qu'on rend compte directement
à la ville et donc à la maire. Et effectivement, partant de ce principe, c'est la maire qui m'a nommé en accord avec les autres partenaires publics qui financent l'opéra, c'est-à-dire la région et l'État. Oui, j'ai vu que c'était sur proposition d'un jury qui était composé donc de représentants de l'État, la région de Bretagne. représentants de la région Bretagne et de la Ouais. ville de Rennes. Ouais. Absolument, parce que en fait, quand on nomme un directeur à la tête d'une institution, la question c'est pas tant de choisir la personne, c'est de choisir le projet. Et quand on candidate à ce type de fonction, on propose un projet pour l'institution, c'est-à-dire qu'on fait une forme d'état des lieux de ce qu'est l'institution à laquelle on postule pour comprendre où elle est, quelles sont. C'est un peu une analyse force-faiblesse, menace-opportunité, quelque chose d'assez classique, sauf qu'encore une fois, on l'applique à une question artistique, à une question de territoire, à une question de public. Et puis, à partir de là, on propose un projet pour cette institution et on est nommé. En fait, c'est le projet qui fait le plus sens par rapport au territoire, par rapport aux enjeux politiques, par rapport aux enjeux de développement du territoire sur lequel est situé l'équipement culturel. Et il se trouve que, visiblement, mon projet était celui qui était le plus en adéquation par rapport aux politiques publiques de la région, de la ville et de l'État. Et alors ce projet, quel est-il? Alors ce projet, c'est de se dire que d'abord, c'est une vraie chance d'avoir un opéra à Rennes. On a souvent dit que l'opéra de Rennes était le plus petit opéra de France. C'est vrai qu'on a un théâtre qui fait 650 places, qui est assez petit pour un opéra. Et je pense que cette taille un peu modeste, et on peut en faire une vraie force, c'est-à-dire pour en faire un opéra un peu agile, mobile, impertinent, même qui re-questionne ce que peut le rôle d'un opéra sur le territoire, dans une cité. En tout cas, derrière nous, dans cette salle où on fait l'émission, il y a l'hôtel de ville. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de se dire que l'hôtel de ville, c'est la maison de la cité, c'est la maison du peuple, et de réfléchir à comment l'opéra peut devenir également la maison de la musique pour tous. C'est-à-dire qu'il y a un lieu qui soit vraiment le plus ouvert, accessible aux uns et aux autres, et puis qui défende évidemment le répertoire lyrique avec beaucoup d'exigences, beaucoup d'ambition, mais que c'est vraiment dans l'idée d'un accès facilité, d'une notion de partage de la musique. C'est formidable de passer une soirée à l'opéra parce que c'est un moment qui est précieux, ça doit être un peu une fête. Vous le disiez, passer une soirée à l'opéra, c'est un moment absolument magique, et il faut entretenir ça, et en même temps il faut le rendre accessible le plus facilement possible à tout un chacun. Et le symbole entre la mairie et l'opéra, c'est aussi tous les ans les opéras en plein air, avec des transmissions en plein air. Bien sûr, ça y participe complètement. C'est de se dire que dans notre salle, il y a 650 places. Malheureusement, on ne peut pas accueillir tous les spectateurs qui voudraient venir, et de montrer que l'opéra sort de ses murs et vraiment être dans une dimension festive, c'est formidable. Il n'y a pas que dans les stades où on peut partager des émotions communes. C'est formidable de le faire dans des stades parce que y avait un match hier au Stade Rennais et la victoire ou la défaite, évidemment, fait qu'on partage une émotion commune, mais on peut aussi, et c'est extrêmement important, partager une émotion commune autour d'un opéra très fédérateur qui est diffusé devant des milliers de personnes en plein air. Ouais, par rapport aux problématiques bretonnes, parce que c'est vrai que vous inscrivez forcément sur le territoire. Bien sûr. Donc vous êtes sollicité pour transmettre tout ce qui est fest-noz ou pas du tout? En tout cas, l'Orchestre de Bretagne fait un gros travail pour créer des ponts entre la musique bretonne et les musiques classiques, la musique classique. Dans le lyrique, on a moins de liens spontanés, mais en tout cas, on est attentif aux traditions, bien sûr. Mais je ne vois pas dans le répertoire purement lyrique où est-ce qu'on peut faire des connexions très simples. C'est-à-dire que vous conservez quand même le répertoire lyrique, vous n'allez pas ouvrir, élargir à des programmes, vulgariser un peu la musique classique. Si, on va ouvrir. Ce qui est sûr, c'est que notre cœur de métier, c'est de défendre le répertoire lyrique. On a 4 siècles de répertoire du XVIIe au XXIe siècle à défendre, et l'objectif, c'est de bien défendre tous ces répertoires et de les rendre les plus accessibles possibles, dans un rapport très direct, très sensible. Il ne faut pas que venir à l'opéra soit perçu comme une démarche un peu intimidante, un peu intellectualisante. On veut être extrêmement exigeant sur les spectacles présentés, mais on peut venir à l'opéra très spontanément. Ça, c'est un point qui est important. Autour de cela, je vous rejoins, je suis absolument convaincu que c'est par la diversité des propositions qu'on va élargir les spectateurs, les publics qui viennent à l'opéra. C'est par une diversité de propositions qu'on va diversifier les spectateurs. Donc, on va regarder tout ce qui se situe
situe aussi aux frontières de l'opéra. Par exemple, la comédie musicale, c'est absolument formidable, et on accueillera tous les ans un projet au moins de comédie musicale, par contre, avec une grande exigence de qualité, parce qu'on n'a pas le droit de transiger là-dessus. Et donc, on sera dans les comédies musicales Broadway 1950, enfin dans les grandes heures de la comédie musicale très écrites, et on accueillera chaque année un projet comme celui-ci. On sera très attentif aussi à la danse, parce que dans ces musiques sont intrinsèquement liées, même dans leur écriture, et c'est formidable de présenter des projets chorégraphiques qui ont un lien très ténu avec la musique. Ouais. On reparlera de cette apparence élitiste en fin d'émission, notamment avec une invitée surprise qui d'ailleurs a 14 ans et en stage de 3e. Basile. Oui, c'est ça, actuellement chez à l'Institut Lpien. À l'Institut Lpien, bien sûr. On va ouvrir la première porte de cette émission sur l'histoire de l'opéra de Rennes, Basile. Oui, alors l'histoire surtout architecturale, parce que ça a beaucoup fait parler à l'époque. Ça a été vivement critiqué d'ailleurs, et alors je ne sais toujours pas pourquoi. On a critiqué notamment les marches qui mènent à l'opéra, donc il y a 44 marches en fait. 44, ouais. 44, oui, non, mais et ça a fait la une des journaux, hein, parce que et la forme circulaire de l'opéra a été vivement critiquée aussi, et je n'ai pas trouvé la réponse, je ne sais pas pourquoi on critiquait cette forme-là, alors je ne sais pas si ça vous le Non, savez. Je ne sais pas vous dire pourquoi c'est critiqué. Ce qui est sûr, c'est que c'est un théâtre qui a pas mal de contraintes, notamment la scène qui est à l'étage, ce qui est très contraignant pour l'accessibilité des décors. Par contre, c'est un théâtre qui a un charme absolument formidable, et surtout un rapport scène-salle assez unique. Les artistes se sentent très bien dans ce théâtre. On s'y sent bien comme interprète, c'est-à-dire qu'il y a une vraie connexion avec les publics. Et puis, et le public se sent bien parce qu'on est dans une salle qui est vraiment à taille humaine. Et à la fois les artistes et les spectateurs se sentent très bien dans ce lieu. Et c'est une vraie chance de ce point de vue de bénéficier d'un outil comme celui-ci pour défendre les projets des artistes. Alors moi je voudrais revenir, tout à l'heure vous disiez que c'était une chance d'être juste en face de l'hôtel de ville. Moi je suis arrivé à Rennes il y a 6 ans, hein, donc je viens pas du tout de Bretagne, et c'est la première chose qui m'a plu en fait dans cette ville, c'est que effectivement on passe tous, hein, quand on fait des études, on passe tous devant l'opéra, et enfin c'est la place la plus importante du vieux Rennes, on va dire, parce que le centre-ville est un peu divisé en deux, mais quand on est étudiant, on passe forcément par ici, que ce soit pour aller à la fac ou en soirée, mais on passe forcément par ici. Et effectivement, pour moi, c'était ça. Enfin, au début, je me suis dit, tiens, il est énorme l'opéra en plus de l'extérieur, il est très très beau. Et je me suis dit, tiens, il y a un opéra. Et maintenant, c'est devenu complètement logique. On sait tous qu'il y a un opéra à Rennes. Et je pense que l'emplacement est vraiment exceptionnel pour le coup, parce que dans les autres villes, l'opéra, on ne sait pas où il est. Enfin, pas tout le temps, quoi. Évidemment, il y a certaines villes où on sait, mais là, il est particulièrement bien placé. Et donc, je comprends que ça ait fait un petit peu parler de lui au début, puisque un bâtiment d'une telle taille, forcément, ça doit faire un petit peu de changement dans la vie d'un Rennais quand c'est construit. Il a été détruit, enfin en partie, par un incendie, d'ailleurs, qui est parti d'une de ses salles, apparemment, d'une cheminée. Là, il y a une cheminée juste devant nous, c'est peut-être celle-ci. Et il a été donc reconstruit après ça. Et encore une fois, apparemment, les gens ont hésité à le reconstruire ici ou à le reconstruire autre part, parce que ça faisait encore parler dans les journaux. Et c'est un bâtiment qui est assez vieux, puisqu'il a été inauguré donc en 1836. Voilà, ça c'est pour le côté chiffre. Donc il y a 44 marches, on retiendra ça. 44 marches, et inauguré en 1836, c'est ça le plus important. Très très bien, c'est noté. Hein. Mais voilà. Il y a un enjeu important dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement tout le monde passe devant l'opéra. Notre priorité maintenant, c'est qu'on ne fasse pas que passer devant. Oui. C'est-à-dire qu'on peut passer devant sans savoir qu'il s'agit d'un opéra, puisque de l'extérieur, rien ne l'indique forcément. Donc on va travailler sur cette question-là, c'est-à-dire que l'opéra puisse prendre davantage sa place sur cette place, justement, c'est-à-dire soit davantage visible, etc. Et puis faire en sorte qu'on ne fasse pas que passer, mais qu'on rentre dans ce bâtiment. Vous disiez que vous avez été en plus choisi selon un programme, enfin finalement, ou en tout cas un projet. Un projet, oui. Est-ce que donc Rennes particulièrement, c'est une ville très étudiante. Il me semble qu'il y a plus d'étudiants à l'année que de résidents vraiment. Donc c'est vraiment une ville qui bouge beaucoup, en plus qu'en pleine expansion, et où il y a énormément d'étudiants. Donc est-ce que c'est une de vos priorités finalement dans votre projet, dans votre programme, de choisir le programme à l'année en fonction aussi un petit peu de l'âge du citoyen moyen à Rennes, quoi. En tout cas, l'une des priorités, c'est de vraiment être ouvert à la diversité des propositions artistiques. C'est donc de balayer le répertoire, comme je vous le disais, de faire des propositions aussi qui sont un peu en marge par rapport à l'opéra au sens le plus strict du terme.
Pour autant, il ne s'agit pas de... Parfois, on dit qu'on souhaite renouveler les publics. J'aime pas beaucoup cette expression parce qu'on donne l'impression qu'il y a un public qui remplace un autre. C'est pas ça le sujet. C'est évidemment pas... On serait hors sujet. L'enjeu, c'est que on ait dans les salles d'opéra une diversité de publics qui soit cohérente par rapport à la diversité de la population. Donc effectivement, il y ait des étudiants qui fréquentent ce lieu, il y en a déjà beaucoup, et que l'autre difficulté qui est la nôtre, c'est que notre salle de 650 places fait que globalement, elle est trop petite par rapport à la demande. D'accord. À chaque fois que j'y suis venu, c'était archi blindé. Donc... Alors c'est un peu un mythe en fait, même quand c'est archi blindé, il reste des places. Donc je peux que encourager tous les étudiants qui nous écoutent à venir même en dernière minute. On ne refuse quasiment jamais personne, parce qu'il y a toujours des ajustements de dernière minute qui font qu'il y a toujours de la place. Donc c'est vraiment une idée reçue contre laquelle il faut qu'on lutte. Non, il y a toujours de la place à l'opéra, mais effectivement, compte tenu de la taille de Rennes, du dynamisme de Rennes, à Rennes, on a un public qui est très curieux, qui aime sortir, donc on pourrait jouer davantage. Le problème, c'est qu'à l'opéra, structurellement, ça coûte très cher de lever le rideau, de faire des spectacles, donc notre budget nous permet de jouer tant de fois dans l'année. Donc on est en train de chercher des astuces et des solutions pour pouvoir jouer, lever davantage le rideau, pour pouvoir, notamment grâce à une diversité de propositions artistiques, et donc pour pouvoir accueillir davantage de spectateurs dans la représentative de la diversité de la population dans cette maison. Ok, très bien. 650 places, donc je fais un calcul bête, mais je sais pas, pour les étudiants, c'était même, c'était 10 € la place pour certaines même ça descend jusqu'à 5. Ça descend jusqu'à 5 €. Ça peut monter forcément en fonction 50, de qui on reçoit. Dans tous les cas, par rapport à un orchestre avec 40 musiciens, on peut pas tout payer. Ah non, c'est pas possible. Vous devez donc avoir des subventions quelque part. Bien sûr. C'est donc un marché qui n'est pas rentable. Ah non, jamais. Jamais. Et vous venez d'une école de commerce. Je l'assume très bien. Alors comment ça fonctionne, comment on survit, mais comment en fait on touche des subventions qui payent? Alors, les financeurs de l'Opéra de Rennes, c'est en très grande majorité la ville de Rennes, en vraiment financeur principal. Et comme je vous le disais, on est un service, un équipement de la ville de Rennes. Donc, et puis, on a également des subventions de l'État et de la région. On a un budget artistique à l'Opéra de Rennes qui est à peu près 2,5 millions d'euros. Sachant qu'après, il y a des budgets de fonctionnement qui sont pris en charge en direct par la collectivité, par la ville de Rennes. Mais notre budget artistique est d'à peu près 2 500 000 €. Et ce budget, notre rôle, c'est de l'utiliser au mieux. C'est là où on retrouve quand même des outils de gestion. Oui. C'est de l'utiliser au mieux pour remplir notre mission de service public. Et notre mission de service public, c'est de défendre le répertoire, défendre les artistes, permettre au public de découvrir les œuvres, avoir une dimension culturelle très forte, être aussi un endroit de lieu de vie, de lieu de vie culturelle, artistique, sociale, d'être ouvert sur toute la diversité et sur le dynamisme de la ville, d'être un outil d'attractivité du territoire. Enfin voilà, on a tout un tas de missions dans notre cahier des charges, d'accompagner aussi la pratique artistique. Et on a ce budget de 2,5 millions d'euros pour remplir nos missions de service public. Effectivement, quand on lève le rideau pour un projet lyrique, on perd toujours de l'argent. C'est intrinsèquement, c'est comme ça, parce que le coût d'une représentation lyrique est difficilement compressible en dessous de 100 000 € la soirée, parce que vous avez un orchestre, comme vous le disiez, de 40 à 50 musiciens, vous avez des chanteurs, vous avez des chœurs, vous avez des machinistes, vous avez des électriciens, vous avez des habilleurs ou habilleuses, vous avez des costumiers ou costumières, qui ont fait un travail en amont pour préparer la production, vous avez des maquilleurs ou maquilleuses. C'est vraiment une ruche et toute une mosaïque de compétences, des gens qui se mettent en mouvement pour offrir chaque soir un lever de rideau aux spectateurs. Donc ça fait 25 dates dans l'année, si on part sur 100 000 à peu près par... Oui, c'est aussi pour ça que vous ne pouvez pas faire énormément de représentations. Mais vous avez complètement raison, d'où l'enjeu de chercher aussi à garder ce fondement lyrique qui est notre cœur de métier, et puis en même temps de regarder ce qu'il est possible de faire comme autre type de proposition, toujours très connecté avec notre mission de service public, mais qui nous permettent aussi d'accueillir plus de spectateurs, bien sûr. Par rapport au programme qui est choisi, s'il n'y a pas beaucoup de dates, qui va choisir ce programme? Comment vous allez gérer la pertinence des œuvres? Et surtout, est-ce qu'il y a des œuvres qui sont obligatoires
Ou par interdite. exemple, ou interdite. Mm. Alors moi, je pense que c'est plutôt à la musique contemporaine. Je sais qu'il voilà, il faut la transmettre. Comment vous organisez ça vous et quel est votre rôle vous en tant que directeur de l'opéra là-dedans? En tant que directeur d'opéra, c'est moi qui ai la responsabilité de la programmation. Donc c'est comme une éditorialisation dans un journal. Vous avez le directeur de la rédaction, c'est lui qui prend le risque éditorial. Donc Oui, c'est la mon rôle. responsabilité. Voilà, du la programme. responsabilité éditoriale, c'est ma responsabilité. Après, d'abord, ça se fait en équipe et il ne s'agit pas de se faire plaisir en fonction de ses propres goûts, c'est pas la question. Vous avez raison, notre enjeu, c'est de défendre la diversité du répertoire, y compris le XXIe siècle. Bien sûr qu'on doit défendre des œuvres contemporaines. Ma conviction, c'est que Rennes est une maison un petit peu petite pour faire trop souvent des créations, des commandes, des créations mondiales. Donc, plutôt que d'aller à cet endroit-là, on va plutôt essayer de rejouer les créations mondiales qui ont lieu dans d'autres théâtres très récemment, et trop souvent les créations mondiales d'opéra sont jouées le jour de la création et après elles sont plus données. Donc c'est des œuvres qui ne peuvent pas rentrer au répertoire parce que on leur laisse pas le temps d'exploitation possible. Et donc notre enjeu, ça va être justement de regarder dans les créations mondiales qui se font dans des théâtres proches avec lesquels on partage une même ambition artistique, lesquels on peut accueillir. Il y en aura une l'année prochaine qui viendra de l'opéra comique et il y en aura une dans 2 ans qui viendra de l'opéra de Lille. Et à chaque fois, ce sont des compositeurs vivants, des créations très ambitieuses. Ensuite, dans la programmation, on regarde aussi ce qui est fait pour notre théâtre. C'est-à-dire qu'on a un théâtre de 650 places, vous le disiez, le plateau est relativement étroit, la fosse d'orchestre n'est pas très grande, ce qui nous oriente naturellement vers la fin du XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, le début du XIXe et le XXe un peu chambriste ou le XXIe. Mais le cœur du grand répertoire lyrique XIXe, on n'est pas le théâtre le plus armé. D'abord financièrement, ensuite en ressources artistiques. L'orchestre de Rennes, qui est notre orchestre de Fos, c'est un orchestre de 55 musiciens. Donc il y a beaucoup d'œuvres qui nécessitent un orchestre pléthorique qu'on ne fera pas. Et puis on a une taille de scène et de Fos qui permettent de très bien faire ce type de répertoire. On va déjà essayer de bien défendre ces répertoires-là. Ensuite, il y a une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut évidemment des titres très fédérateurs, très populaires, parce que c'est formidable de partager avec un grand nombre de spectateurs des projets d'opéra, et puis parfois aussi des prises de risque ou faire découvrir aux spectateurs des univers qu'ils connaissent moins, etc. Ensuite, on peut avoir des choix de langue, c'est-à-dire que des ouvrages français, des ouvrages italiens, des ouvrages anglais parfois, de l'allemand bien sûr, pour avoir un équilibre dans la saison. Et puis on travaille avec nos amis d'Angers Nantes Opéra pour essayer de créer un socle commun autour de la programmation, c'est-à-dire qu'on est en commun 4 projets lyriques dans l'année, 2 qui viennent de Rennes, produits à Rennes et qui iront en représentation à Angers Nantes Opéra, et 2 d'Angers Nantes Opéra qui viendront en représentation à Rennes. Ce qui veut dire qu'on se met d'accord sur ces 4 titres-là et on essaie d'être cohérent entre nous. Donc vous voyez que la programmation, en fait, c'est un peu une somme de contraintes créatives. Évidemment, c'est des contraintes créatives parce que au milieu de ces contraintes, il faut être inventif, mais voilà, c'est avant tout de répondre à ce cahier des charges. Et puis après, bien sûr, il y a des œuvres qu'on a envie de défendre particulièrement, des compositeurs qui nous intéressent, des choix de metteurs en scène, bien sûr, et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Et puis, si c'est les 100 ans de la mort de Debussy, les 100 ans de... Voilà, vous allez agencer forcément le programme annuel. Pour 2019... Qu'est-ce qu'on aura à manger cette année? Alors, jusque juin 19, le menu est public. Après juin 19, il ne l'est pas encore. Mais jusque juin 19, on a dans quelques jours un bal masqué de Verdi, qui est justement un grand chef-d'œuvre lyrique. C'est une production d'Angers Nantes Opéra qu'on accueille chez nous. Ouais. Et puis ensuite, on fait le Vaisseau fantôme de Wagner. Cette fois-ci, c'est une production de Rennes qui ira en représentation à Angers Nantes Opéra par la suite et qui sera rediffusée sur écran et en public dans le cadre de notre opération Opéra sur écran le 13 juin prochain. Ok. Verdi, c'est possible je passe une commande comme ça, un jour ou l'autre, de pouvoir jouer le Requiem de Verdi complet avec les chœurs. Ça, c'est pas possible. Par exemple, c'est un exemple qui ne fonctionnerait pas. Ça me semble compliqué, mais on pourrait le faire ailleurs. Par contre, l'œuvre est géniale et on pourrait la faire ailleurs. Ici, sur ce plateau, ça me semble un petit peu étriqué, mais. Ok. Parce il a été joué, il me semblait, par l'orchestre de Lorraine, justement. Ils avaient eu la chance, là, il y a quelques années, de le jouer. Et ils l'avaient joué à l'Arsenal de Metz. Donc, c'était même pas à l'opéra. Ils avaient pris, du coup, ils avaient investi des lieux beaucoup plus grands. Oui, l'Arsenal, c'est une acoustique incroyable. Ouais. Et c'est vraiment un grand auditorium. Donc, c'est parfait pour ça, effectivement. Ouais.
Basile? Oui, non, vous parliez de sorte de partenariat, enfin voilà, de proximité entre Angers, Nantes et Rennes. Si j'ai bien compris, ça fait peu de temps qu'il y a une liaison aussi étroite. En fait, c'est assez nouveau ça. Alors c'est des maisons qui se connaissent très bien parce qu'on est à 1 heure de Nantes et évidemment, traditionnellement les maisons ont souvent travaillé ensemble, mais effectivement on est passé à la vitesse supérieure depuis quelques mois pour avoir une collaboration renforcée et faire en sorte, comme je vous le disais, que dans nos programmations, on laisse chacun place au projet de l'autre et d'avoir un socle lyrique commun. On a tout à gagner à le faire, d'abord parce que c'est formidable de laisser le temps aux productions pour qu'elles se déploient. Ça veut dire que nos productions, au lieu d'être jouées 4 fois, seront jouées 10 fois, ce qui est formidable pour les artistes, formidable pour les publics, formidable pour les spectateurs. Et puis, économiquement, c'est davantage satisfaisant d'investir dans une production quand elle est jouée 10 fois que quand elle est jouée 4 fois et qu'après on range les costumes, on range les décors, on les ressort plus. Donc on a tout à y gagner et c'est très stimulant aussi d'échanger avec une maison voisine et encore une fois, on a tout à apprendre et tout à gagner à travailler intelligemment ensemble. Très bien. Nouvelle porte qu'on va ouvrir. On va accueillir notre stagiaire de 3e puisque nous avons fait un sondage récemment sur nos comptes Twitter, forcément. Ouais. Le compte Twitter de l'Opéra se passe bien? Oui. Ah, oui, il y a les réseaux sociaux, oui. On a vu sur Facebook c'était actif, mais le compte Twitter, j'ai pas eu la curiosité d'aller voir. Il est même, c'est une chose qui m'a frappé en arrivant. Je suis arrivé il y a 4 mois, donc c'est très frais. Et autant j'avais bien l'habitude d'utiliser Facebook dans mes anciennes structures, Twitter moins, et le compte Twitter de l'Opéra de Rennes est très actif. D'accord, très bien. Donc vous pouvez aller vous abonner, vous pouvez suivre le compte Twitter de l'Opéra de Rennes. Nous avons fait un sondage donc sur Twitter pour savoir. Alors Basile, c'était quoi ce sondage exactement? L'Opéra de Rennes et les étudiants? Voilà, on a dit qu'on allait à l'Opéra pour une émission et on a demandé pour vous l'Opéra, est-ce que vous avez déjà été une fois, vous y allez souvent, est-ce que vous pensez que c'est que pour les riches, est-ce que vous pensez que c'est pas intéressant? Enfin, on a proposé plein de réponses. Et vous avez raison. Et, de poser les questions. Oui, voilà, de poser les questions. Et assez étonnamment, moi, en tout cas pour moi, c'est assez étonnant. La réponse qui a été la plus choisie, c'est que les gens ont déjà été. Donc moi, j'imaginais que, parce qu'on n'a que des étudiants nous pratiquement sur Twitter, j'imaginais que ça serait plutôt non, j'ai jamais été ou il y en a pas chez moi. Alors le il y en a pas chez moi, c'est la deuxième réponse la plus choisie quand même, mais ça c'est plutôt logique en même temps. Donc voilà, on va pouvoir en parler, notamment avec Naomi. Avec Naomi, donc en 3e, 14 ans, qui va s'installer et qui est la fille d'une chanteuse lyrique. Elle va nous expliquer tout ça. Juste pour revenir par rapport à ce sondage, et ça sera ça la problématique de cette fin d'émission, comment faire pour rendre légitime des opéras aux étudiants, parce que certains étudiants ont peur de mettre les pieds, ne serait-ce que dans une librairie, ou des personnes, pas forcément des étudiants, ils ne se sentent pas, n'ont pas leur place là-dedans. L'opéra, ça fait peur d'entrer. Donc comment rentrer dans un opéra? Bonjour Naomi. Bonjour. Bonjour. On dit bonjour à Mathieu Ritzler, non? Bonjour Mathieu. Bonjour Naomi. Bonjour Mathieu, oui, très bien. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu ton parcours, Naomi. Alors moi c'est très simple, je baigne dans la musique depuis que je suis née. Donc ma mère étant chanteuse d'opéra et mon père ayant été chef de chœur à l'Opéra de Paris, je connais la musique depuis toujours. J'ai été dans beaucoup d'opéras, écouter ma mère notamment. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que dans mon collège, souvent, les gens me comparent, me disent « c'est quand même incroyable tout ce que tu arrives à vivre, nous on ne connaît pas du tout ce milieu-là ». Ouais, donc la première question, et ça serait une question pour évidemment tout le monde, est-ce qu'il faut impérativement connaître les codes de la musique classique pour l'apprécier ou pour oser rentrer dans l'opéra? Non, non et non. Alors je suis extrêmement... Justement, c'est un des enjeux du projet, c'est de montrer que venir à l'opéra est une chose tout aussi simple, qui ne demande pas davantage de préparation que d'aller manger dans un bon restaurant. C'est-à-dire que c'est bien de garder une dimension un peu rare, un peu exceptionnelle dans le bon sens du terme, c'est pour ça que je compare avec un bon restaurant, mais ça peut être quelque chose de très direct, de très sensible, et effectivement on se dit parfois je connais pas, ça me fait peur, etc. Mais la première fois que vous avez mangé des épinards, vous avez peut-être trouvé pas ça très bon, et par contre une bonne recette à base d'épinards, une fois que vous apprenez à stimuler votre palais, et ça vous semble pas si saugrenu que ça, et même au bout d'un moment vous trouvez ça très bon. Donc il y a un peu une question d'éducation de l'oreille, d'éducation du regard, mais qui se fait très simplement, très naturellement. Et
Et je suis convaincu que l'enjeu, c'est de pénétrer dans ce bâtiment, de rentrer dans le lieu, de comprendre que c'est un endroit où on peut se sentir bien, où on peut se sentir légitime. Il n'y a pas de procès en légitimité à avoir. Et si on n'est pas trop à l'aise avec cette musique, on pourra se raccrocher à la mise en scène. Si on n'est pas trop à l'aise avec la mise en scène, on se raccrochera au livret. Si on n'est pas trop à l'aise avec le livret, on se raccrochera aux effets spéciaux. Enfin, on est quand même dans un spectacle total à l'opéra. Et puis qui est complet, quoi. Oui, mais bien sûr. Et il y a... C'est vraiment, au contraire, je pense, une forme qui peut être très accessible. Après, charge à nous, dans les institutions, de ne pas recréer une forme intimidante. Donc ça passe par quelle est notre communication, comment on parle des spectacles. Par exemple, on a trop tendance, dans notre communication, à avoir des textes tout le temps autoréférencés, où on parle d'un artiste qui est venu il y a 3 ans. Mais ça n'intéresse que les spectateurs qui étaient là il y a 3 ans, de savoir que cet artiste est venu il y a 3 ans. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi il vient aujourd'hui. Donc on a un vrai travail à faire, nous, de responsables d'institutions, de bousculer un peu nos habitudes, mais au-delà de ça, c'est formidable de passer des soirées à l'opéra, et j'invite tous les étudiants et vos auditeurs à le faire et à tenter le coup. Naomi, toi, tu vas souvent à l'opéra? Enfin, tu vas souvent, t'es confronté souvent à la musique classique? Oui, effectivement, j'écoute souvent et j'admire souvent ça parce que c'est tout un milieu qui me passionne. Mais c'est vrai aussi est-ce qu'on a besoin, par exemple, de connaître le code pénal pour pouvoir participer à pour s'intéresser à des procès ou des choses comme ça, voilà, c'est ça? Exactement. Mais alors, plus on est jeune, je sais, plus l'image compte. Hein, et j'ai beaucoup souffert de ça, parce que moi j'ai toujours apprécié la musique classique, mais je l'ai longtemps caché, puisque tous mes potes écoutaient du rap. C'est vrai que c'est pas à la mode d'être fan de musique classique. Alors je au collège, disais pas, tout simplement. Ouais. Et puis de temps en temps, je me faufilais avec ma cape à l'Opéra de Metz. C'est réel. Toi, par exemple, l'image actuelle, là, tu es en 3e. T'étais de quelle année? T'es né en quelle 2004. Oh là là. En 3e et puis à Bordeaux, donc ouais. En centre-ville. Enfin, c'est pas non plus. L'image qu'ont les amis de toi, c'est quoi? T'es un pestiféré ou t'es normal? Alors, j'ai la chance d'être dans un collège déjà. On a des classes horaires aménagées musique. Yes, les chams. Ah, oui. Voilà. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'on arrive à partager une passion commune, et ça, c'est une grande chance. Mais c'est vrai que quand on discute avec des personnes qui ne connaissent pas du tout la musique, eux, ils sont en mode... ils vont avoir tous les clichés des musiciens, ce sont que des intellectuels qui n'écoutent que de la musique classique. On leur parlerait d'un artiste du moment, ils pourraient pas du tout dire qui c'est. Donc c'est vrai qu'on a un peu cette image de la musique classique comme quelque chose de vieux jeu encore, mais bon, on essaie de partager comme on peut dans ce collège, en tout cas, nos passions, et ça marche plutôt bien parce que nos enseignants sont très à l'écoute de ça, et on fait beaucoup de travail en commun avec les traditionnels. Ouais, là on voit que le rôle de l'école là-dedans, de nous immerger petit, forcément ça prend son sens. Mais comment faire pour amener des gens de façon volontaire, évidemment, sans les forcer via l'école, vers l'opéra? C'est une question que je me pose. La jeunesse aujourd'hui, comment on va les amener? Comment on va couliser l'opéra? D'abord, il faut qu'il y ait de la place. Oui. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est que on a encore un peu des habitudes de ce qu'on appelle c'est un peu technique, mais de parcours du spectateur, où c'est compliqué d'acheter un billet, c'est compliqué il faut savoir exactement quand est-ce qu'elle est l'ouverture, la location. C'est pas aussi simple aujourd'hui d'acheter un billet d'opéra que d'acheter un billet de train. Et le jour où ça le sera, déjà, on aura fait un grand progrès. Et parce que la fréquentation de dernière minute, c'est quelque chose de très important, de pouvoir se dire, tiens, ce soir, je sais pas quoi faire, je vois qu'il y a un opéra, je vais faire passer ma soirée à l'opéra. Moi, ça de m'est manière un peu spontanée. Ça m'est arrivé plusieurs fois depuis que je suis à Rennes, parce que du coup, je voulais aller à l'opéra. J'ai toujours pas été en 6 ans, mais 3-4 fois pour faire des cadeaux ou sortir. Et en fait, on a tendance à utiliser ça comme quand on va au restaurant, par exemple. Tiens, ce soir, je suis libre, ou ce week-end, je suis libre. Il y a quoi à l'opéra? Ah mince, c'était hier soir, et puis là, il n'y a rien pendant 2 semaines. Et puis oui, il n'y a pas d'application où on reçoit une notif, samedi prochain, il y a tel spectacle, appuyez là, et puis vous avez votre billet, quoi. C'est vrai que ça n'existe pas, ça. Alors, ça commence à exister, mais il y a beaucoup de boulot, je suis d'accord. Ça, c'est un vrai enjeu.
Et puis, c'est toujours de faire un travail de simplicité, de montrer qu'effectivement, la question, c'est pas des codes, c'est pas un endroit qui est excluant, mais au contraire, c'est un endroit qui doit être invitant, accueillant. Et puis, il y a la question de la politique tarifaire, évidemment, qui est un enjeu. Ouais. Ici, on a la chance d'avoir une politique tarifaire plutôt accessible, c'est-à-dire que notre tarif maximum, il est moins cher que beaucoup de concerts de variété ou de pop, enfin bien moins cher. Et pourtant, je parle bien du tarif le plus élevé. Il y a des tarifs bien plus Et d'ailleurs, abordables. on n'a pas compris tout à l'heure, c'est par placement, parce que les tarifs sont dégressifs. Mais c'est pas le terme placement, c'est ça qui était utilisé c'était sur le série, site. je crois. Série 1. Série, ouais, voilà exactement un terme que seules les personnes qui Et puis, travaillent à l'opéra il n'y peuvent a pas comprendre. de série, enfin, il n'y a pas de précision, on ne sait pas Ouais. ce que c'est. Moi, j'ai pas compris. Non, mais effectivement, je comprends que vous n'ayez pas compris. En fait, c'est effectivement, on est dans une salle à l'italienne, donc avec des places avec une visibilité plus ou moins bonne, et donc on a classé ces places en fonction de séries Oui. qui sont des places de qualité homogène à l'intérieur d'une même série. D'accord. Je voulais savoir, la culture étant indispensable et devrait être gratuite, dans un monde parfait, qu'est-ce que vous pensez d'ouvrir l'opéra gratuitement aux gens? Alors, je pense que la gratuité, c'est un bel outil. Ça peut être un bel outil. Dans l'absolu, ça ne marcherait pas. Parce que on tomberait dans des effets d'aubaine. C'est-à-dire que les personnes qui viendraient profiter de l'opéra gratuitement seraient, pas tous, mais en partie, les personnes qui seraient venues en payant. Donc on en arriverait à des effets d'aubaine et on dégraderait d'une part les ressources et d'autre part l'image de la proposition, parce qu'on donnerait l'impression d'une proposition moins qualitative. Oui, c'est toujours le problème. Ouais. Par contre, utiliser la gratuité comme un levier, comme un outil pour une action, un projet précis, évidemment, c'est formidable. Et ça, on l'utilise beaucoup ici à l'Opéra de Rennes avec des opérations gratuites régulièrement. Mais la gratuité absolue, pure incarnation du service public, en tout cas, j'y crois pas beaucoup. Encore une fois, parce que ça créerait surtout des effets d'aubaine. Et nos collègues des musées ont développé beaucoup la gratuité avec quelques écueils de ce point de vue. Okay. L'orchestre de New York qui est diffusé dans de plus en plus de cinéma en direct. Oui, c'est en direct. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou vous pensez que la musique doit relever forcément du spectacle vivant? Non, c'est quelque chose qui me plaît. Parce que je suis convaincu qu'une fois qu'on a découvert l'opéra au cinéma, justement, on a envie d'y aller. On se dit, ok, j'ai vu ce que c'est à l'opéra, mais bien sûr que c'est pas pareil dans la salle quand on a l'émotion directe de la voix avec les musiciens et les chanteurs en live. Donc, on aura envie d'aller plus loin. Je suis pas du tout de l'école de ceux qui disent, attention, on travestit l'opéra ou on dévalue l'opéra en l'emmenant au cinéma. C'est pas ça l'opéra. C'est déjà très bien que ça existe. Et plus l'opéra sera diffusé, mieux on se portera. De même que il y a une espèce de cabale en ce moment contre la série Philharmonia, qui serait la série de France 2 là, depuis quelques semaines, qui serait vraiment qui serait sur les clichés de la musique classique et qui serait pas acceptable, enfin en tout cas pas du niveau attendu. Je pense que quand un chirurgien regarde Urgence, il pense pas que Urgence est tout à fait représentatif de ce qui se passe dans un hôpital. Pour autant, c'est plutôt un clin d'œil sympa que le contexte soit celui des urgences. C'est la même chose pour Philharmonia. Bien sûr que c'est du cliché, bien sûr que ça se passe pas comme ça dans un orchestre philharmonique ou symphonique. Il faut bien que ça soit regardé aussi, quoi. Pour autant, on est dans ce contexte-là, enfin dans ce cadre-là, et c'est plutôt un clin d'œil sympa, je trouve. Très bien. Et pour finir, dernière question rapide de mon côté. Les opéras ou les œuvres diffusées à 3h du matin sur France 4, est-ce que vous pensez que c'est à ce moment-là qu'elles ont leur place, ou est-ce qu'il serait de bon augure, disons, que France Télévisions les diffuse peut-être à un autre moment? Alors ça, c'est vraiment une question piège. Merci d'avoir regardé pour la fin. Dans l'absolu, bien sûr qu'on préférerait que les opéras soient en prime time ou plus accessibles du point de vue horaire. Après, si c'est pour avoir Les Troyens de Berlioz, qui est une œuvre absolument géniale, mais à 20h sur France 2, que ça ne marche pas parce que ça ne marchera pas, et qu'après on en conclut que l'opéra n'est pas accessible parce qu'il y a une erreur de programmation, c'est pas le projet, c'est pas l'objectif. Donc c'est très bien si on pouvait avoir des opéras en prime time, mais alors dans ce cas, il faut vraiment réfléchir à quel projet, quels opéras. Je trouve quand même qu'en ce moment, il y a quelques, à la fois captations, mais aussi des émissions qui parlent de la musique classique de manière
plutôt convaincante. Ça faisait longtemps que c'était plus le cas, et qui à la fois convaincante, vulgarisante dans le bon sens du terme. La boîte à musique. Oui, ou ce que fait Jean-François Zigel est formidable, ce que fait Anne Sinclair est plutôt bien aussi, je trouve. Et ça fait du bien d'avoir. On n'est pas dans, justement, on n'est plus dans le cliché, et on a enfin des émissions à la fois ambitieuses, exigeantes, mais un peu attrayantes aussi dans la manière de parler de la musique, dans les artistes qui sont invités, et c'est très très réjouissant, et en prime time. Ok, Naomi, t'as déjà regardé ce genre d'émission musique classique? Ouais. Ouais. Ah oui? Oui, bah oui. Et alors, t'aimes bien? Bah moi ça me plaît, hein, franchement. Je vois pas ce qu'on voit de mal, c'est vrai, dans la musique classique. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il y ait ce regard-là extérieur qui puisse ressortir péjorativement, j'ai envie de dire. Mais moi ça me plaît toujours. L'émotion qu'on ressent, la musique, il faut savoir que c'est un partage, et sans cette musique classique, on n'aurait pas eu de la musique actuelle ou quelque chose comme ça. Donc, on sent que tu as été baigné quand même dans une famille de musiciens. Je vais t'embaucher pour parler de l'opéra de Rennes. Formidable. Moi, ce qui m'embête surtout, c'est que les médias, ils ont quand même un rôle logiquement de cultiver le peuple. Ça devrait être une mission de service public aussi. En fait. Et ouais, je trouve que c'est quand même curieux d'écouter, alors certaines radios forcément, que les mêmes musiques tout le temps, ultra pop, énergie, compagnie. Et c'est à eux et à eux seuls de nous ouvrir les portes de quelque chose. Et ça leur coûte quoi au final? Et puis peut-être pour vos auditeurs, on peut dire aussi que l'opéra parle beaucoup de droit, ou en tout cas de justice et d'injustice. D'ailleurs, nos collègues de l'Opéra de Lyon, il y a 3 ans, avaient fait un festival qui s'appelait Justice Injustice, autour de plusieurs œuvres d'opéra, dont c'est Robert Badinter qui avait écrit le livret, Une création mondiale. Et donc on parle de la société tout le temps. Et on parle de ce qui se passe dans nos vies, on parle de notre vie d'aujourd'hui. Et c'est tout aussi convaincant, tout aussi passionnant d'en parler à travers un opéra que par d'autres médiums, d'autres médias. Okay. Basile. Oui, tout à l'heure on disait avec Naomi justement que l'importance de l'école aussi dans cette mission de service public qui est de faire découvrir la culture et l'opéra. J'ai vu aussi sur votre site que vous travaillez avec les scolaires. Oui, beaucoup. Donc voilà, vous travaillez avec les écoles, collèges, peut-être primaires, des choses comme ça? Oui, alors d'abord on travaille avec tout un ensemble d'écoles, collèges, lycées qui viennent voir les spectacles, font des parcours pédagogiques. L'année prochaine, par exemple, on va faire un parcours musical dans le bâtiment où on proposera à des écoles de découvrir le bâtiment avec, dans chaque salle du bâtiment, un mini-concert pour, en même temps qu'on découvre le bâtiment, on découvre la musique. Et le rapport entre ce lieu qui est génial et la musique, ça va être formidable. Et puis, on a également un jumelage avec le quartier de Maurepas, un jumelage qui est ambitieux, où on crée des chorales, on s'appuie aussi bien sûr sur les acteurs de terrain du quartier pour faire chanter les habitants, les collèges, les écoles, et ça aboutira à une création partagée au plateau de l'Opéra l'année prochaine. On fait l'année prochaine un opéra aussi participatif. Oui, j'ai vu ça aussi. Oui. Donc bien sûr que le travail envers les scolaires, il est fondamental. Nous, c'est vrai aussi qu'à l'Opéra de Bordeaux, ils proposent un projet Demos. Donc c'est sur justement les enfants plutôt défavorisés qui n'ont pas l'occasion justement de découvrir toujours ce milieu-là, qui puissent participer à une œuvre lyrique et la présenter donc souvent soit à l'opéra, soit à l'auditorium de Bordeaux. Et donc c'est vrai que je trouve ça super, tout ce qu'on commence à entreprendre pour pouvoir rendre la musique classique accessible à tous. Effectivement, Demos qui est piloté à l'échelle nationale par la Philharmonie de Paris et qui veut dire dispositif d'éducation musicale à vocation sociale, c'est un projet absolument génial qui est inspiré du El Sistema vénézuélien qui vraiment part du principe que la musique peut aider des gamins de favela ou de quartier à s'en sortir au même titre que le sport, et qui est incarné en Europe par Gustavo Dudamel, qui est un immense chef d'orchestre et qui a fait partie, gamin, de ces orchestres-là. Et je te rejoins, Naomi disait un verbe qui est très juste, qu'on commence à... Alors ça fait longtemps qu'on fait ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, on est dans un moment assez passionnant sur toutes ces questions où on sent bien que les uns et les autres, on prend
on faisait plein de choses, mais on ne le faisait pas trop savoir. Aujourd'hui, on est tous convaincus que nos missions de service public et nos actions au regard de la démocratisation de la musique, de l'accès de la musique au plus grand nombre, etc., il est vraiment temps de les mettre davantage en avant et puis de rendre les choses plus simples et, encore une fois, un accès très direct. Donc, venez, tout simplement, venez. Venez, même si vous êtes habillé en t-shirt. Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, j'ai une dernière question et c'est pour nos auditeurs, c'est pourquoi ne pas venir en fait. C'est que, en conclusion, les prix sont abordables. Hein. Moi, j'ai été voir. En plus, il y a des réductions, il y a des choses comme ça de prévues. Il n'y a pas besoin d'être en costard 3 pièces à 2500 € pour venir à l'opéra. C'est comme McDo, venez comme vous êtes. Je pense qu'on ne va pas vous refuser. Non, mais c'est vrai, je pense pas qu'on va refuser quelqu'un à l'entrée parce que il n'a pas de cravate. Quoi. Je pense pas que ce soit le cas. Même s'il faut quand même venir habillé. Hein. Et vous avez raison, offrez à vos amoureuses ou amoureux voilà, c'est ça. l'opéra avec une carte cadeau au moment de la Saint-Valentin. Là, vous êtes sûr de faire un tabac. Merci beaucoup et merci de nous avoir accueillis. Il y avait aujourd'hui dans cet entretien pour cette grande émission Madame Naomi, bravo Naomi, bravo. Et Basile évidemment, bravo. Et Mathieu Ritzler, encore merci beaucoup pour ce... C'est très très beau, c'est impressionnant. Et puis ça résonne depuis tout à l'heure. On se quitte comme d'habitude avec le son. Et Martin Pétula à l'animation quand même. Merci, bravo. Oui, merci. On se retrouve donc pour une prochaine émission sur Radio Juriste. N'hésitez pas à liker la page de l'Institut Ulpien sur Facebook, la page de l'Opéra de Rennes et la page de Radio Juriste. À une prochaine. Merci. On dit qu'à l'université y a que des soirées, mais toi t'as bien compris qu'il y a que du droit consti. Ta petite amie Cécile est remplacée par le code civil, ton bon pote Pascal par le code pénal. Bienvenue en droit, pauvre de toi. Bienvenue en droit, pauvre de toi. En histoire des sources du droit, t'écris trop, t'as mal au doigt. Allez, un petit kiff, on va en droit administratif. À ton gala de droit, c'est 30 € le repas. Et quand tu m'as des culs, c'est que t'es à la BU. Bienvenue en droit, pauvre de toi. Bienvenue en droit, pauvre de toi. À Noël, t'as des partiels mais tu dois réviser. Si t'as pas de stage, alors c'est les rattrapages. Tes potes sont à panneau, mais toi t'as un galop. Allez, va te la coller, je rigole, t'as un TD. Bienvenue en droit, pauvre de toi. Bienvenue en droit.